Salut, ça va être deux all dress puis un petit diète, s'il te plaît. Il reste rabatté foncé. Ouais. Si la commande que je viens de passer est pour nous des plus naturelles et on ne peut plus typiques de la restauration rapide montréalaise, est-ce qu'il y en aurait été autrement il y a 100 ans? Aurais-je pu me commander un hot dog, cuit vapeur, pain inclus, garni de moutarde, relish, oignons et choux? Aurais-je pu me commander un Pepsi et une frite? Si on se fie uniquement aux dates, la chose peut sembler plausible. Pepsi est dès 1934 à Montréal, et le steamy all dress fut supposément inventé en 1921 au Montreal Pool Room. J'aurais donc très bien pu me procurer le divin chien chaud et la rafraîchissante liqueur dès le milieu des années 30 à Montréal. Non? Pas vraiment en fait, car si ces aliments existaient déjà, leurs modes de distribution, de consommation et d'appréciation sont à 10 000 années-lumière de ceux que nous leur connaissons. Se procurer des vivres, s'alimenter, la chose peut sembler banale, entendue. Et nos habitudes alimentaires, on pourrait les croire comme établies, presque immuables. Mais la chose est tout autre. Si aujourd'hui je peux me commander un steamy all dress, m'acheter du pain gadois au métro, ou me procurer des Marlboro au dépanneur, ce ne fut pas toujours le cas. Le paysage alimentaire de Mercier-Hochelaga Maisonneuve s'est façonné au fil des ans pour en arriver à celui que nous connaissons et prenons pour acquis. Vous écoutez Mémoire MHM, un balado de l'atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Aujourd'hui, nous remonterons le temps à la recherche du trajet historique de l'alimentation dans l'Est. Du tabac bonbon au dépanneur, de l'épicier au marché métro et du quick lunch à la pataterie. Débutons notre parcours historique il y a plus de 100 ans, bien avant la pataterie et la brasserie des Patriotes. Louis-Alexandre Taschereau vient de devenir premier ministre du Québec. Joe Malone a compté 7 buts en un match et le Canada est sorti victorieux du premier conflit mondial. Les temps sont bien différents. Et c'est le cas aussi dans le domaine de l'alimentation. Nombre de classiques n'existent pas encore. La poutine, par exemple, n'adviendra qu'après la guerre. L'Encyclopédie de la cuisine canadienne de Jeanne Benoît, fameux livre, ne sera publié qu'en 1963. Et ne parlons même pas de la pizza montréalaise, qui en plus de ne pas contenir sa typique marjolaine, ne se retrouve pas encore au menu des étudiants désargentés. Comme me l'a dit Louis Rivet-Préfontaine, sociologue et chercheur postdoctoral au groupe d'histoire de Montréal, la société canadienne-française de l'époque, donc fin 19e, début 20e, est en crise. Les familles établies sur des terres n'arrivent plus à donner assez de terres à chacun des enfants. La production agricole est moindre. Il y a beaucoup de gens, il y a un exode d'une grande quantité de gens des régions rurales du Québec vers Montréal, vers d'autres grandes villes, qui viennent chercher un gagne-pain, mais ce faisant, ils atterrissent dans un monde industriel qui ne leur permet pas de reproduire leur mode de vie traditionnel, y compris en termes alimentaires. En fait, surtout peut-être en termes alimentaires. Depuis, à ce moment-là, quelques siècles, la nourriture, c'était des mijotés, des pot-au-feu. C'est comme ça qu'on s'assurait que la nourriture soit bien cuite et mangeable, en l'absence de four digne de ce nom. Évidemment, dans des appartements ouvriers construits par des grandes compagnies, où on s'entasse dans des grandes familles, on n'a plus l'espace pour reproduire ce type d'alimentation-là. Et on est aussi à une époque qui commence à peine à voir l'industrialisation alimentaire, la mondialisation aussi des circuits de distribution alimentaire. On n'est donc pas encore à une époque où, par exemple, en hiver, on accède facilement à des fruits et des légumes frais, encore moins à ce qu'on appelle à l'époque des fruits exotiques, comme des bananes et des oranges. La culture culinaire montréalaise est radicalement différente. Cela est vrai aussi de ses lieux d'existence. Dans des quartiers ouvriers comme Hochelaga Maisonneuve, le restaurant comme nous l'entendons n'est qu'une rumeur bourgeoise venant du centre-ville où un repas coûte le salaire d'une journée d'un ouvrier. Cela l'est aussi du grand magasin d'alimentation. Si en 1930, nous comptons plusieurs centaines de commerces analogues à de petites épiceries dans Hochelaga Maisonneuve, il s'y retrouve moins de 20 magasins issus de chaînes d'alimentation à l'ampleur bien plus modeste que l'actuel Metro Inc. Quand on fait l'épicerie, on ne va pas juste dans un magasin. On pourrait croire, si on se fie au bâtiment et à l'appellation, que le marché Maisonneuve fut un point central du commerce alimentaire dans le quartier. Il l'a déjà été lorsque Maisonneuve était une ville indépendante.
Par contre, durant l'entre-deux-guerres, il est plutôt un marché de gros où vont s'approvisionner les petits commerçants. Ce n'est que le samedi qu'il accueille les particuliers lorsqu'il s'y tient un marché extérieur. Le marché, j'y suis allé avec mon père, surtout car nous demeurions dans Viauville même. Nous partions de la rue Adam et Sicard, c'était tout près. Je me souviens du marché avec tous les cultivateurs installés tout autour à l'extérieur. Ils venaient le samedi. Puis la fontaine de la Liberté avec les tortues et les espèces de dauphins, les jets d'eau. On allait chercher de la crème d'habitant. On apportait un récipient en granit et on nous servait de la crème épaisse qui continuait à épaissir au cours de la semaine. Maman me renvoie au marché, maman me renvoie au marché. Pour une poule, lui acheter, pour une poule, lui acheter. Et ma poule fait... À part les jours de marché, ce sont les petits détaillants qui alimentent les quartiers populaires. Ils tiennent de petites épiceries, des ice cream parlors, des tabacs bonbons et j'en passe. Une foule d'établissements que les Montréalais des années 20 à 40 appellent des petits restaurants. Nous sommes très loin de ce que nous appelons par contre des restaurants. On ne s'y assoit pas et on ne s'y fait pas servir, car ces petits restaurants ressemblent plus à nos dépanneurs actuels qu'à nos restaurants actuels. On y trouve des bonbons à la Seine, des liqueurs, du tabac, mais aussi des denrées essentielles comme le lait ou le pain, et parfois même des repas. Des repas rapides, comme le dénote l'appellation anglophone de quick lunch, mais aussi peu onéreux. Si un repas dans un hôtel moyen du centre-ville coûtait 35 cents en 1905, un repas de quick lunch s'élevait à 5 cents. La différence est énorme. Si à cela nous ajoutons que ces petits restaurants servent de l'alcool sans chichi de permis jusqu'à l'instauration de la Commission des liqueurs en 1921, nous comprenons aisément pourquoi ils ont la faveur des milieux populaires comme ceux de Hochelaga Maisonneuve. Les formes que prennent ces petits restaurants sont très nombreuses. Si certains sont réellement de petits restaurants comme nous l'entendons, la majeure partie ressemble plutôt à des épiceries de quartier. D'autres adoptent des formes qui nous seraient bien étranges. Des comptoirs qui font office de restauration et de sociabilité, où il serait possible de passer à la boucherie tout en achetant des cigarettes et en se régalant d'une tarte à la farlouche. L'amalgame peut sembler loufoque, mais cette hybridité du petit restaurant est au cœur de sa nature. Généralement possédés par des hommes canadiens-français, ils sont situés à même le logis familial. Prenons Théodore Pouliot, par exemple, qui tient un restaurant au 2203 Elwyn en 1929. Le bâtiment est toujours là, actuellement peint en rouge. Et pas de doute, il s'agit bien d'une résidence privée. Ces commerces nécessitent peu de mise de fonds et la rotation des propriétaires exploitants est très élevée, à un tel point qu'il existait des agences spécialisées dans la vente de ces commerces aux prochains exploitants, lui vendant le rêve de relever son niveau de vie grâce à son propre petit restaurant. Malheureusement, les fortunes s'y font très rares. Près de la majorité des épiciers du Québec en 1930 vendent pour moins de 5 000 $ par année, ce qui équivaut à un chiffre d'affaires d'environ 95 000 $ aujourd'hui. Je dis bien chiffre d'affaires et pas profit, avec des marges de profit très faibles puisqu'ils ne bénéficient pas du prix du gros comme les grandes chaînes, le petit épicier moyen peine à faire vivre sa famille. Par contre, ouvrir son petit restaurant reste un moyen de survivance pour nombre de propriétaires exploitants et non une carrière entrepreneuriale en tant que telle. Les petits restaurants voient leur nombre exploser dans les années suivant le jeudi noir. Suite à la crise et à la pénurie d'emplois qu'elle cause, tenir un petit commerce dans son domicile est souvent un emploi transitoire. Bien qu'ils survivront par-delà les années 30, mon arrière-grand-père avait encore son petit restaurant dans les années 60, ils sont les seuls détaillants alimentaires dont le nombre s'accroît significativement dans Hochelaga entre 1929 et 1939, leur nombre augmentant de plus de 44 %. La tendance s'observe aussi dans le reste de la province. L'importance qu'elle prend dans Hochelaga démontre bien la sévérité de la Grande Dépression pour un quartier ouvrier. La montée du petit restaurant n'est pas que liée à la crise, car d'une façon plus heureuse, ces établissements sont portés par une nouvelle mode culinaire qui gagne l'Amérique du Nord et qui crée l'engouement à Montréal, la crème glacée. Née de l'industrialisation de la production alimentaire et distribuée grâce à l'électrification qui permet une réfrigération plus efficace que l'authentique glacière, la collation laitière glacée fera fureur à Montréal.
Des restaurants, des choses comme ça qui ont été construits à un moment donné. Il y a eu un restaurant entre Nicolette, l'élévateur à grains, et le quai Elwyn, le construit en 1937 ou 38. Avant qu'ils fassent le quai Elwyn, là, ils ont ouvert un restaurant. Le nom du type m'échappe, mais c'était un petit casse-croûte qu'on pouvait avoir des chocolats, des hot dogs, puis il y avait la liqueur, il y avait la glace qu'on pouvait désaltérer. Et puis, on était là aux alentours de l'élévateur à grains, nous autres, parce qu'on ne pouvait plus se procurer d'eau. C'était la seule place où on pouvait avoir de l'eau, partir de Vio, aller à Désiré. Avec tout ce que je viens de raconter, il pourrait sembler que l'ouvrier moyen mangeait presque toujours au quick lunch ou au petit restaurant, s'empiffrant d'hot dog ou se régalant d'une crème glacée. Or, ces instances relèvent de l'exception et non de la norme. La condition ouvrière durant la crise n'en est pas une d'abondance, mais une de restriction et de privation. Toute une forme de cuisine plus simple et moins chère se développe à la grandeur de l'Amérique du Nord. Mais il faut dire cuisine bien vite, car souvent, les ouvriers et leurs familles sont réduits à des repas plus que sobres. Un classique qui revient souvent lorsqu'on parle aux gens qui ont vécu cette époque, c'est la toast à la moutarde. C'est bien mieux que de ne rien manger, mais ça reste très peu, vous l'admettrez. C'est à cette même époque que s'industrialise de plus en plus la production alimentaire. Au début du 20e siècle, avec l'arrivée de la consommation de masse, avec la production industrielle de biens, il y a une certaine démocratisation de l'accès à une, entre guillemets, meilleure alimentation avec des supermarchés, ce genre de choses-là. Mais les supermarchés ne sont pas encore à cette époque-là très accessibles aux gens des classes ouvrières. Autre observation qui me semble un peu ironique aussi, c'est que bon, ces quartiers-là, le quartier Centre-Sud et autres, c'est des quartiers qui habitent, qui en viennent à héberger, c'est-à-dire beaucoup d'usines qui produisent des whippets, des nouvelles sucreries, des nouvelles gâteries que vont s'offrir la classe moyenne naissante, mais que la population locale de ces quartiers-là n'aura pas nécessairement moyen d'acheter. C'est pas nécessairement cette clientèle-là qui est visée la première. Voilà. Avec l'enclenchement du second conflit mondial et l'augmentation de la production industrielle, les ouvriers et ouvrières repeuplent les usines qui tournent alors à plein régime. Cela ne veut pas dire que manger à l'extérieur devient une habitude quotidienne, par contre. Et les lunchs, est-ce qu'il faut payer pour ça ou c'était la Non, compagnie? moi j'apportais mon lunch. Ah, De temps en temps, mais la journée de la paye, on n'apportait pas de lunch. On allait manger en cantine. Oui. On se payait un luxe. On allait manger à la cantine. On mangeait bien, ça coûtait pas cher. Manger à l'extérieur est un cadeau qu'on se fait, une largesse des jours de paye. Dans Hochelaga-Maisonneuve, on mange chez soi, ou un lunch préparé chez soi, si on n'a pas le temps de retourner au domicile sur l'heure du midi. Mais qu'est-ce qu'on y mange? Certainement pas des pho ou des tacos. On y mange une cuisine relativement simple, où le porc est à l'honneur, le pain aussi. Malgré tout, la première moitié du 20e siècle voit la montée de l'achat du sucre par les ménages. Les quartiers ouvriers n'y font pas exception. Au Canada français, à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, on a la danse sucrée. Et cela se fait sentir par-delà les habitudes économiques des ménages. Un rapide coup d'œil dans la majorité des livres de cuisine de l'époque vous fait rapidement réaliser que le dessert, c'est très sérieux. Les centaines de tartes, tartelettes, puddings, glaces et crèmes qui composent la section des desserts dans ces livres le démontrent. Or, si les douceurs sucrées sont le refuge gustatif de l'ouvrier, elles ne composent pas la majorité de son régime. J'ai donc déniché une recette de 1925 qui dépeint bien cette cuisine assez rustique. Remarquez bien les quantités de viande utilisées et la modeste quantité d'aromates. Fèves au lard de la mer. Une pinte de fèves Navy. Une demi-livre de porc salé. Une cuillère à soupe de sel. 2 cuillères à thé de moutarde. Une cuillère à soupe de mélasse. J'adore les fèves au lard, mais de nos jours, j'ajouterais sans doute un peu de flan de porc salé pour y adjoindre de la viande, possiblement aussi du ketchup et qui sait, frivolement, quelques fines herbes pour donner du goût. Cette recette, par sa simplicité, est révélatrice de l'ère du temps culinaire et des moyens de la population quand vient le temps de faire ripaille durant la crise. Qui est une des choses qui est les plus marquantes encore aujourd'hui, j'ai l'impression, on l'a plutôt dans l'espèce de mémoire collective qu'on a, mais
quand on pense à l'expression pea soup, par exemple, qui est utilisée de manière péjorative à l'endroit d'une classe ouvrière majoritairement canadienne-française à cette époque-là, ben, je pense qu'on réfère à la fois une forme de classisme, c'est-à-dire qu'on va se moquer des habitudes alimentaires de gens qui, faute de moyens dans ces temps économiques difficiles, s'alimentent en grande partie c'est ça, de soupe aux pois en conserve, la bonne vieille soupe aux pois habitant, des fèves au lard, des trucs un peu plus rudimentaires comme ça. Méran et moi me grondaient mais sans colère, puis me disait petit Pierre, viens manger ta soupe aux pois. Venez garçons et filles, mangez la soupe aux pois, ça se mange en famille, près du grand feu de bois. Ça se mange en famille, la bonne soupe aux pois, la bonne soupe aux pois. La Seconde Guerre mondiale chamboule on ne peut plus notre récit alimentaire. À partir de l'après-guerre, se développent ce qu'on appelle les 30 glorieuses, les 30 années fastes de croissance économique pendant laquelle les travailleurs vont gagner en droit du travail, vont gagner en salaire, en puissance syndicale. Et ce sont aussi ces années-là qui sont marquées par vraiment probablement je pourrais dire le paroxysme de la société de consommation dont on a les images aujourd'hui quand on pense aux années 50, aux années 60, toutes les publicités pour toutes les patentes qu'on peut acheter, etc. Ça se traduit au niveau domestique par une bien plus grande facilité. C'est le développement de la commodité. On offre des aliments qui sont commodes à acheter et à cuire, à cuisiner, à consommer. Les chamboulements sont aussi remarquables hors des foyers, car c'est durant l'après-guerre que les petits restaurants, si typiques du quartier, seront remplacés par les gros détaillants comme les Steinberg, maintenant Métro, de la rue Morgan et Ontario. C'est aussi à cette époque que s'installent plusieurs industries alimentaires montréalaises, dont l'usine Catelli. Et de façon cruciale pour notre histoire, les 30 Glorieuses, c'est l'époque où l'automobile gagne en importance. Entre 1940 et 1970, le parc automobile québécois quintuple presque. L'automobile devient un moyen de transport, mais aussi un mode de vie nouveau qui encourage des modes alimentaires nouveaux. C'est avec le développement du monde de l'automobile de loisirs que les cantines, les cabanes à patates se multiplient. Le développement d'infrastructures routières, de toute la culture de l'automobile qui se développe avec ça, du fait de l'accroissement de la distance entre le lieu de travail et le lieu de résidence chez toute cette population ouvrière-là, se développe toute une série de commerces qui vont s'établir le long des routes et même dans les villes pour accueillir cette nouvelle population de conducteurs et de conductrices, je veux bien féminiser, mais à l'époque, c'est surtout des conducteurs, je pense, automobiles. Puis là, c'est là qu'on va voir se développer tous des restaurants, diners, des drive-thru qu'on va appeler, où les gens vont soit passer, se chercher à manger, puis repartir, ou juste se stationner en automobile, puis aller dans ces restaurants-là. Comme on peut le voir, ces cantines sont inséparables des routes qui sillonnent la province. Une de ces routes traverse Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la Québec 138, pour nous, la rue Sherbrooke. C'est à l'angle Dixon, où en 1947, il y a plus de chambres que de condos, que Roland Bruno ouvre un premier casse-croûte, le Sambo Lunch, qui n'est pas le Sambo le plus connu, lui qui sera situé du côté ouest de Dixon. Mais revenons aux cantines, car le même monsieur ouvre une seconde entreprise en 1949 au coin Marseille et Dixon, le Sambo Curb Service. Et comme son nom l'indique, on y sert les clients à même leur automobile. Ces deux restaurants, ainsi que leur succès, Roland Bruno les doit d'abord au monde de l'automobile, mais aussi à la transformation de la culinarité rapide montréalaise. Car, depuis le début du siècle et jusqu'aux années 40, les Montréalais pouvaient compter sur les roulottes à patates, des genres de food truck old school pour s'approvisionner en hot dog. Elles étaient près de 200 en 1940, le quart tiré par des chevaux, et servaient, comme leur nom l'indique, des patates, souvent accompagnées d'hot dog. Le revoilà notre chien chaud, distribué par des vendeurs ambulants dans des conditions d'hygiène parfois douteuses, car la majorité des vendeurs n'avaient pas accès à l'eau courante.
Et rappelons-le, le corps s'occupait aussi de leurs chevaux avec les mêmes mains qui garniront les steamés all-dress. Il sera dit dans la patrie du 29 septembre 1946 qu'ils sont un danger pour les enfants qui se cramponnent à leur voiture, qu'ils troublent la paix des citoyens avec leurs sifflets, et finalement, qu'ils sont dans l'ensemble un obstacle au progrès des petits marchands de la ville. Sous l'égide de l'intraitable Adélard Groux, directeur du service de la santé de la ville de Montréal, ces marchands se verront refuser l'émission de leur permis au printemps 1947, leur empêchant de facto de servir ces bonnes frites, qu'on ne peut imaginer que graisseuses, et ces petits pains vapeur avec leurs saucisses que nous aimons tant. Les hot dogs et les frites devront trouver refuge dans les bâtiments de briques et en viendront à enrichir les menus des cantines nouvellement créées. S'ils étaient avant nomades, les hot dogs s'établiront dans les cantines et les restaurants à côté des hamburgers. Cette sédentarisation, on peut l'observer dans le nom de certains commerces qui changent suite à 1947 pour signifier aux passants qu'il pourra y trouver hot dog à sa pointure. Pensons à l'aptement nommé au Coq du Chien Chaud, situé au 4271 Ontario. Maintenant, on y trouve l'Olive Noire, comme quoi le lieu n'a pas tant changé de vocation finalement. Avec le monde de l'automobile et l'arrivée du hot dog, la cantine moderne a le vent dans les voiles. À cela, ajoutons que la poutine naît à cette même époque et que le smoke meat montréalais se définit aussi dans la première moitié du 20e siècle. Et nous obtenons le menu typique de la cantine montréalaise qui fait encore notre régal. Car, malgré leur look souvent rétro, ces cantines sont relativement récentes, tout au plus les années 60. Portés par les migrations grecques, ces établissements fondent l'imaginaire culinaire du diner montréalais. Qu'il s'agisse des nombreuses belles provinces ou encore de la réputée pataterie, ils accompagnent les habitants du quartier. Tôt le matin avec un café chaud ou bien tard le soir avec une poutine bien grasse, ils sont des piliers identitaires uniques. Mais comme vous avez pu l'entendre, l'histoire de l'alimentation dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ne nous prédestinait aucunement au développement de ces établissements. Avec des débuts on ne peut plus modestes, à même les logis familiaux, les petits restaurants d'antan n'ont que peu de choses en commun avec les restaurants modernes. C'est la même chose pour la cuisine de disette, où les nouilles instantanées ont remplacé les toasts à la moutarde. Notre paysage culinaire s'est radicalement transformé en 100 ans. Malgré tout, le hot dog steamé reste. Même s'il n'est plus servi à partir d'une voiture hippomobile, et même si sa salubrité s'est améliorée, il reste essentiellement inchangé. Tout comme le plaisir que nous avons à le dévorer d'ailleurs. Bon je sais pas pour vous, mais cet épisode m'a mis en appétit. Qu'est-ce que je mangerais bien? Un smoke meat? 2 brochettes? Du macaroni chinois. Vous venez d'écouter Mémoire de MHM, un balado produit par l'Atelier d'Histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci à Louis Rivet-Préfontaine pour nous avoir prêté sa voix et ses connaissances. Merci aussi à l'équipe du podcast, Olivier Dufresne et Mathieu Mazot, et à Clovis Lamarre pour la musique. Je m'appelle Raphaël Lavergne, je vous souhaite bon appétit et à la prochaine.